en fait, je me présente. Moi, c'est Christine Lasperrière. Je suis conseillère en développement de produits au siège social à la CEPAC. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Premièrement, parce que j'ai pu mettre mes bottes de cow-boy parce qu'on est dans une grange. Puis à Place de la Cité, je les mets pas souvent. Mais aussi parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais un peu de votre côté. J'étais entrepreneur, moi, sur la Côte-Nord. J'avais une entreprise de caque de mer à Mère-et-Monde, ceux qui connaissent. Et puis, j'ai travaillé avec la CEPAC à ce moment-là. J'ai travaillé avec Daniel. Et puis, donc, je peux comprendre Moi, j'ai fait affaire avec cette bibite-là. Puis, je peux comprendre des fois qu'on a un gros point d'interrogation. Et puis, on est ici un peu pour défaire les mythes. Puis, moi, dans le cadre de mon travail, je vous dirais, ben c'est un volet que je travaille beaucoup, les partenariats, que ce soit de rédiger les ententes cadres, mais aussi d'orienter les projets, de les structurer, de les définir, de faire en sorte qu'ils puissent cheminer plus facilement. Donc, ça me fait plaisir d'être ici puis de partager avec vous. Je vais laisser Daniel se présenter. On va s'échanger la balle. On essaie de faire ça à dimension humaine. Puis, voilà. Avec le niveau de préparation Qu'on aime. Bien, Daniel Groslot, je suis directeur de parcs nationaux, on va dire ça comme ça, depuis presque 10 ans. Ça va faire 10 ans au mois de février qui s'en vient. J'ai été directeur pour le Parc national du Fjord du Saguenay pendant presque 6 ans. Co-directeur du Parc marin à ce moment-là. Ça m'a fait toucher un peu aussi à travailler avec des collègues de Parc Canada, complètement un autre univers. Ensuite de ça, j'ai complètement changé de milieu, je vous dirais. Je suis allé aux îles de Boucherville, Mont-Saint-Bruno, encore 2 parcs nationaux, mais vraiment dans une région urbaine à proximité de Montréal pendant presque 3 ans. Puis là, ben, je suis de retour, je dirais, dans une région qui va un petit peu mieux avec mon tempérament. Je dirais pas que j'ai trouvé ça difficile à Boucherville-Saint-Bruno, mais c'est presque ça quand même. La réalité, mais c'était peut-être pas... je pense qu'au final, c'est toujours les équipes, le monde avec qui tu travailles, c'est ça qui est le plus important. Mais j'avais peut-être pas de lien émotif, un petit peu moins de lien émotif avec le territoire. Moi, je suis de Laval, fait que vous comprenez, qu'un amateur de plein air cherche à fuir cette ville-là le plus rapidement possible dans sa vie. Fait que je suis comme un Québécois errant depuis plus longtemps que Lavallois, en fait. Donc, je suis parti, ça fait maintenant 26 ans, je suis parti pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ma fille est née là, ma fille a grandi là, donc j'ai beaucoup de racines aussi au Saguenay. Puis là, j'ai vécu dans le Bas-Saguenay, qui a beaucoup de parenté avec Charlevoix. Vraiment, moi, quand je suis arrivé dans Charlevoix, j'ai tout de suite vu beaucoup de liens au niveau, mettons, je dirais, de la gouvernance, de l'approche du territoire, tout ça. Il y avait beaucoup de similarités avec Charlevoix. Aujourd'hui, on va essayer démystifier la CEPAC, casser le mythe du fonctionnaire. Ça sera peut-être pas facile. Je ne sais pas si vous avez des idées préconçues. Mais là, déjà, t'as pas mis ton saut, ouais, ça aide déjà. Puis effectivement, de voir un peu. Moi, je me vois pas. Je me vois pas comme un fonctionnaire. Je me vois plus comme, à la limite, avoir quasiment presque une entreprise privée parce qu'on a un volet qui est très, très commercial. Puis vous allez voir aussi, il y a un volet de mission, bien entendu, surtout pour ceux qui travaillent dans les parcs nationaux. Là. Fait qu'on va essayer de vous démystifier tout ça aujourd'hui. Bien humblement. Alors, en plan de présentation, premièrement, un portrait d'ensemble, je vous dirais des partenariats qui sont actifs dans le réseau. On va regarder ensuite les conditions de succès, comment développer une logique pour que nos partenariats puissent être gagnants. La démarche aussi, c'est une démarche qui, des fois, fait peur, mais on va vous l'expliquer simplement. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un parc qui est en développement. Donc, avec l'ouverture du parc de Haute-Gorge, la rivière Malbaie pour cet hiver, bien, on a un beau cas pratique. Puis, c'est un peu l'intérêt de Daniel à être ici. Puis, vous allez pouvoir comprendre comment nous, on pense à vous, puis comment vous pouvez penser à nous à travers les Hautes-Gorges. Portrait d'ensemble. OK, je vais prendre la parole. Bien, la CEPAC,
En fait, là, c'est 3 réseaux, la CEPAC. Pour mettre ça simple, il y a ce que vous connaissez sûrement, les réserves fauniques. Moi aussi, je les connais, mais j'y travaille pas, donc je ne peux pas vous en parler très, très longtemps, mais beaucoup axés sur le produit chasse et pêche, bien entendu, mais qui cherchent à se diversifier depuis quelques années. Ces deux activités que je viens de vous nommer là, la chasse et la pêche, si on regarde au niveau des statistiques des plus jeunes Québécois, ça a été difficile dans les dernières années. Très peu de recrutement, mais là, ça commence à remonter doucement parce qu'il y a plein d'initiatives qui visent les jeunes aussi, les plus jeunes à travers le Québec. Donc, espérons là, que ça va prendre son envol de ce côté-là. Après ça, bien, il y a le réseau des parcs nationaux, 23 parcs nationaux, un parc marin que je connais un petit peu mieux, bien entendu, que c'est sur quoi on va plus vous discuter aujourd'hui. Et sinon, puis il y a le réseau des centres touristiques. Je vous donne des exemples, là, l'auberge du Chêné à Québec, le parc des Chutes Montmorency, l'aquarium de Québec. Donc, tout ça là, est géré par la CEPAC, par une seule et même entité. Donc, c'est près de 3200 employés au Québec répartis sur l'ensemble du territoire. C'est 7000 km² de territoire aussi accessible aux Québécois. J'aimerais ça, ça serait facile de vous dire aujourd'hui, je vais juste vous dire soyez fiers de ça, mais ça ne marche pas comme ça. J'espère qu'on va réussir à développer une fierté québécoise à l'égard de cette organisation-là, pas nécessairement de la CEPAC, mais du principe ou du modèle d'affaires qui a été développé au Québec. Pour avoir fait de la formation avec des collègues d'un petit peu partout au Canada, dans d'autres systèmes de parcs, tout le monde envie le modèle de la CEPAC. Tout le monde nous regarde dans les autres provinces et dit hey, comment vous avez fait ça? C'est un modèle d'affaires qui est assez unique. Il y en a qui peuvent le critiquer, puis je pense pas qu'on est parfait non plus. Je pense qu'on continue d'évoluer parce qu'on essaie justement d'écouter la critique qui est faite à l'égard de la CEPAC. J'entends souvent, je pense aux autorisations d'accès aux fameux 8 et 60 pour entrer dans les parcs nationaux, que les gens peuvent parfois dire, bien là, ça n'a pas de bon sens, ça nous appartient. On a un modèle d'affaires au Québec qui fait en sorte que si je prends juste le volet des parcs nationaux, maintenant, je pense qu'on est rendu à 80 % de nos budgets d'exploitation qui sont des revenus autonomes. Ça, ce que ça fait, dans le fond, ça nous met à l'abri de peu importe les décisions gouvernementales qui pourraient être prises. Si on recule un petit peu en arrière, il y a quelques années, puis il y avait un gouvernement canadien qui a décidé de sabrer énormément dans le budget de Parc Canada, ce qui est la conséquence de ça, bien, ça a été des fermetures de parcs après la fête du travail un petit peu partout au Canada. Donc, c'est des choses dans lesquelles tu ne veux pas te mettre dans une position de vulnérabilité, puis c'est là que notre modèle d'affaires devient intéressant, c'est-à-dire l'autonomie qu'on a pu développer au fil des ans. Si je reviens maintenant aux parcs nationaux, il y a le volet mission. Bien entendu, on a un volet de conservation, de protection du territoire. On a aussi un mandat d'éducation qui n'est pas nécessairement écrit dans la mission des parcs nationaux, mais il y a un volet d'éducation. Ça, c'est des mandats qui nous sont confiés par le gouvernement du Québec. Donc, qui dit à sa société d'État à qui il a confié la gestion des parcs, vous devez faire ça. Là, c'est pour ça qu'ils nous versent ce que nous, on appelle des honoraires de gestion. C'est là, quand je vous dis on est 80 % autonome, il y a un 20 % qui nous est versé, qui représente, je ne sais pas, nous, on a engagé des gardes de parc naturalistes, on a engagé des gardes de parc patrouilleurs, qui font l'application réglementaire dans les parcs nationaux. Fait que ça, il y a ce volet-là. Après ça, tous les autres volets, là, ce sont des activités dites commerciales. Puis ça, bien, aujourd'hui, on vous en parlait très ouvertement. Moi, je les assume. Je suis content de ce modèle-là. Faut vous compreniez que tout l'argent qui est généré à la CEPAC revient à la CEPAC. Contrairement, quand vous payez votre bill d'électricité ou quand vous achetez une bouteille de vin, mettons, à la SAQ, qui sont aussi des sociétés d'État, tous les revenus, vous le savez, là, possiblement plusieurs d'entre vous, tous les profits qui sont générés dans ces sociétés d'État-là retournent dans un fonds consolidé qui vont servir à payer des dépenses d'éducation, de santé, peu importe. Alors que tout l'argent qui est généré, puis des bénéfices, je ne peux pas vous dire qu'on en génère beaucoup à la CEPAC, malgré qu'on se donne quand même le défi d'en générer des bénéfices, surtout sur nos activités commerciales, tout ça reste à la CEPAC. Donc, au niveau des parcs nationaux, ça va servir à des projets de conservation, ça va servir à maintenir nos actifs. Donc, ce modèle-là, là, il existe. Puis on est là, oui, pour faire de l'argent. C'est-à-dire, on ne partira pas un service de restauration si c'est pas rentable. Ou on va s'arranger pour que ça soit rentable. Donc, toutes ces activités-là, je ne sais pas, moi, on est en train de faire des chalets au Parc national des Hautes-Gorges. Bien, il ne faut pas comprendre que ça, c'est pas rentable. Si la CEPAC a un montant d'argent à investir, il va l'investir là où ça paye.
Puis on est en compétition. Moi, j'aime bien penser en compétition ou en synergie, voyez ça comme vous voulez, mais j'ai 23 autres collègues qui font des représentations aussi à Québec pour avoir de l'argent pour développer, mettons, leurs parcs nationaux. Donc, c'est clair que l'argent n'est pas illimité au niveau de la CEPAC. Donc, ces investissements-là vont être souvent faits où est-ce que ça profite le plus. C'est à peu près, là, juste pour les 2 parcs de Charlevoix, on est à peu près rendu à 240 000 jours visites en ce moment. Donc, ça génère quand même, ça contribue à attirer beaucoup de monde. Beaucoup de, tu sais, là, on se lance dans un processus, de chercheur cadre, ma collègue Justine, on se lance dans un processus de planification stratégique à Tourisme Charlevoix, comment est-ce qu'on voit la région, tout ça. Il y a une particularité à la CEPAC. On attire beaucoup de 18-35 ans, je dirais, notamment à cause du secteur des Hautes-Gorges avec l'Acropole des Draveurs, le mont du Lac-des-Cygnes. Puis ça, bien, c'est pas nécessairement une clientèle qu'on retrouve tant que ça ailleurs au niveau touristique dans le reste de la région. Fait que, tu sais, ça va être important dans les prochaines années de voir comment que, tu sais, on peut créer cette synergie-là avec la région puis contribuer à ce que cette tranche d'âge-là, notamment, mais il peut y en avoir d'autres, là, puisse rayonner aussi dans la région le plus possible. C'est autre chose dans le modèle? Ou... ben ça va. Ben, vous comprendrez que dans une logique d'affaires, les partenariats prennent tout leur sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de mécénat. La CEPAC ne va pas donner de l'argent pour puis qu'elle ait rien en retour. Puis ce qu'on vise, c'est vraiment des partenariats. Donc, vous êtes ici, puis on est là. Vous êtes tous représentés des partenariats potentiels. Puis aujourd'hui, on va essayer de vous montrer pourquoi on trouve ça intéressant, les partenariats. Puis la première chose que j'aimerais vous montrer dans le portrait d'ensemble, c'est des exemples. Donc, j'ai 3 volets. Le premier, c'est un volet plus activité. Je vous montre brièvement des exemples de partenariats qu'on a dans le réseau. Avec Aventure Écotourisme Québec, qui se spécialise dans le tourisme d'aventure et l'écotourisme. On a 33 ententes qui sont actives actuellement avec des petites entreprises sur le territoire. Exemple, la coopérative Aventure Bellevue, où eux vont offrir des tours de fat bike guidés à l'intérieur du parc du Mont-Offert. Donc ça, c'est un exemple. Nous, on a les sentiers. On a aussi de l'équipement. Eux ont aussi de l'équipement, mais ils ont aussi l'expertise d'amener des gens, de les guider, de le faire de manière sécuritaire avec des cliniques d'initiation. Donc ça, c'est un des partenariats qui est porteur pour nous. Le même principe au BIC, on a du SUP Yoga. Donc, les gens vont venir l'espace de quelques heures faire du yoga sur des stand-up paddle dans la baie à partir du parc du BIC. Avolo qui est à l'île Bonaventure, Rocher-Percé. Donc, Jeffrey Samuel Bond a sa petite business de kayak de mer, puis c'est une entente qu'il y a avec le parc pour qu'on puisse le commercialiser, qu'il puisse booker ses excursions, puis les faire à partir du parc. On a le même principe avec au Saguenay. Avec Fjord en kayak. Avec Fjord en kayak La ferme 5 étoiles. La ferme 5 étoiles. Et Québec hors circuit. Québec hors circuit, où là, on a un fonctionnement... Marée-Monde. Et Québec hors circuit, on a un... Non, c'est pas Québec hors circuit, ça s'appelle. Ça s'appelle maintenant comme ça. C'était la cour. Organisation. Super. Donc, au Saguenay, par exemple, on voulait avoir juste un fournisseur exclusif. Donc, à ce moment-là, parce que, bon, pour X raisons, pour l'espace, pour le marché, pour avoir un fournisseur officiel, donc on est allé en appel d'offres. Donc, on a ce modèle-là par appel d'offres. Et des fois, c'est des ententes de gré à gré, simplement avec les entreprises. On a la même chose Descente Malbaie. Peut-être expliquer le sport-yak? En fait, c'est une offre de canot pneumatique sur la rivière Malbaie, sur la partie eau vive, donc en aval du barrage. Du moment où il peut commencer l'été, c'était la première année officielle de l'entente, malgré qu'on avait un projet pilote l'année dernière. Cette année, il y a eu des petites complications, puis on a réussi juste à partir un petit peu tard.
du côté de descente Rivière-Malbaie. Fait qu'on a manqué un petit peu la période de printemps, mais dès l'année prochaine, il y aurait soit raft ou canot pneumatique, dépendant du débit de la rivière, qui sera offert à partir de très tôt dans la période. Là, on parle autour de la fête des Patriotes, là, où le débit de la rivière est quand même intéressant. Mais ça, c'est offert là, jusqu'à temps que en fait, les conditions là, ne le permettent plus. Là. À l'automne, souvent, la rivière est rendue très basse. Là, mais... Donc ça, c'est la catégorie activité. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises dans le partenariat, eux, ils ont l'expertise. Nous, on a le territoire, mais on n'est pas des guides de kayak de mer. On n'a pas cette expertise-là. Donc, c'est intéressant pour nous d'avoir un partenaire qui, lui, a ses propres normes d'industrie qui va utiliser, qui va appliquer. Puis, en ayant un saut de qualité comme Aventure Écotourisme Québec, avec qui on a un entente cadre pour chapeauter tout ça, bien, nous, ça nous assure que notre partenaire est suffisamment structuré pour accueillir une clientèle sécuritaire. C'est dans cette optique-là. Si on y va un peu plus du côté, ce que j'appellerais accessibilité, nous, on a un objectif à la CEPAC là, majeur, c'est de connecter les gens à la nature. C'est un peu notre raison d'être, hein? La ligne directrice. Connecter les gens à la nature. Puis la difficulté, c'est que souvent, nos territoires ne sont pas à proximité des villes, puis que les gens sont souvent en ville. Les partenariats d'accessibilité, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire le pont entre les gens qui sont en ville et nos territoires qui sont plus éloignés. Je pourrais vous parler de gros partenariats comme Pierre Lavoie, avec qui on va dans les écoles, mais on n'est pas ici pour ça. On est ici pour vous montrer comment les petits partenariats nous tiennent à cœur aussi. Puis, la navette nature est un bel exemple de partenariat, je vous dirais. La navette nature va prendre les gens à partir des centres infotouristes en ville, à Montréal, et va les amener dans les différents territoires. Il y a même un arrimage qui est fait avec TD, je crois, là, qui subventionne une partie des voyages. Donc, ce sont des guides. C'est un service de transport, mais guidé. Et puis qui va inclure aussi le partage des connaissances de l'établissement qu'ils vont visiter. Ça va super bien. Il y a un engouement. C'est sûr qu'ils font leur propre vente. Donc, pour nous, c'est comme un peu... ils viennent vraiment nous aider. C'est une faiblesse qu'on a. On n'a pas de service de navette. On n'est pas bon là-dedans. Mais eux sont spécialisés puis ils ont même une valeur ajoutée en informant la clientèle. Donc, ça, c'est un modèle qu'on aime bien, qui va super bien. Le même principe avec Cap Nature. Cap Nature qui va prendre les gens dans les grands centres, dans les grands hôtels à Québec, je pense au Concorde, au Château Frontenac, et va amener ces gens-là au parc de la Jacques-Cartier avec randonnée de ski nordique dans des sentiers qui sont non balisés. Donc, les gens vont partir vraiment hors sentier dans le parc, puis ils vont être équipés. Vous comprendrez, ils vont être équipés et guidés aussi, là. Vous comprendrez que ces gens-là viennent souvent par avion, ils n'ont pas l'équipement. Donc, Cap Nature va vraiment venir prendre cette clientèle-là qui ne viendrait pas. Déjà, se rendre au parc de la Jacques-Cartier, c'est pas évident. Mais là, il y a une navette qui va les amener. Puis, ils sont pas équipés, mais là, il y a quelqu'un qui va les équiper. Puis, en plus, ils vont vivre quelque chose qu'ils ne pourraient pas vivre, c'est-à-dire se promener comme un coureur des bois hors sentier qui découvre le territoire. Donc, pour nous, ça, c'est toutes des affaires qu'on ne fait pas. À part la location de matériel, là, non, on ne va pas les chercher. On n'a pas l'expertise ou les ressources humaines pour les guider. Donc, c'est un partenariat aussi qui est très, très significatif pour nous. Détour à Tremblant, on va faire un peu la même chose avec le village Mont-Tremblant. On va prendre les gens à partir des hôtels et les amener au parc du Mont-Tremblant. Puis c'est toujours le même concept, c'est-à-dire c'est comme un chauffeur guide dans ce cas-là. Un petit peu moins d'encadrement là, dans le séjour global, mais peut faciliter grandement les journées d'activité de ces gens-là. Donc ça, moi j'appelle ça accessibilité et ça vient vraiment combler une faiblesse qu'on a, nous, en tant qu'organisme. J'irai maintenant au niveau plus agroalimentaire.
parce que je pense que ça peut toucher beaucoup de gens ici. Je pense à la chocolaterie au Mont Offord. On a des randonnées au flambeau. C'est super chouette le soir. Et puis en ski de fond, en raquette. Et puis on sert toujours un dessert, une crêpe au chocolat ou une gaufre. Puis c'est la chocolaterie qui vient, qui offre cette recette-là. C'est une activité qui est tarifée. Les gens paient pour. Mais la chocolaterie vient s'implanter dans le milieu, ça lui permet d'avoir une reconnaissance, d'être connu auprès de sa localité. La ferme des Cantons, c'est un peu le même modèle à Jacques-Cartier. Donc, on vend beaucoup de leurs produits directement au parc. Ils sont là lorsqu'on fait des kiosques, des journées d'activités spéciales. Et là, sont en train de développer une offre pour être traiteur, dans le fond, dans les hébergements ou auprès des groupes. Circuit des saveurs, la tournée des voisins. Circuit des saveurs, c'est au parc du lac Témiscouata. Et la tournée des voisins à Offord, c'est des circuits agroalimentaires. C'est super simple. Sur la présentation d'un laissez-passer du parc, quand les gens, les visiteurs se rendent dans ces établissements-là, reçoivent un petit quelque chose de plus. Donc, c'est marqué soit un 50 % sur quelque chose, une petite bouteille de vinaigrette maison. Donc, ça incite les visiteurs du parc à se rendre dans la région, chez les producteurs locaux pour les découvrir. Qu'est-ce que ça nous donne, dans le fond, à la CEPAC, que les gens reçoivent ça? C'est passer beaucoup d'énergie, imprimer quelque chose, aller prendre l'information. Bien, pour les producteurs, bien, il y en a vraiment que ça a triplé leur chiffre d'affaires. Eux ont vu une grosse amélioration, une grosse augmentation. Pas amélioration, augmentation. Nous, d'un côté, ben c'est un petit bonbon, tu sais, c'est un petit wow, peut-être un coup de cœur que notre visiteur, il vient 3 jours, mais il va avoir eu la visite d'un vignoble, puis il a rencontré quelqu'un là-bas, puis ça a été un coup de cœur où il a découvert un nouveau produit, puis ça, ben on aime ça beaucoup, les coups de cœur, tout le monde aime ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant puis qui peut être super intéressant ici dans la région aussi. C'est ce qui se fait déjà ici, dans nos services alimentaires, que ce soit Grand Jardin ou Haute-Gorge, on a des produits de la Route des Saveurs, je pense, à Ferme Basque, les viandes biologiques, ceux qui sont déjà venus au parc, vous avez vu ça sur nos menus. Fait que c'est déjà on dirait, des fournisseurs pour beaucoup de nos services alimentaires. On a des discussions qui ont été amorcées avec la Route des Saveurs pour voir dans quelle mesure une espèce de circuit des saveurs comme il s'est monté à Harford, il y avait un intérêt. La Route des Saveurs va déjà assez bien ici dans Charlevoix. Je vous ai dit tantôt, puis on n'est pas capable de le démontrer, preuve à l'appui, mais il reste que la clientèle qui se présente dans les parcs nationaux, c'est pas nécessairement tout le temps exactement le même profil sociodémographique que la clientèle qui se présente par d'autres canaux. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer le canal de la CEPAC non plus, puis les gens qu'on attire chez nous. Si je vous dis qu'il y a 230 000 jours visite, il y a peut-être des gens là-dedans qui sont rentrés par le canal CEPAC puis qui n'ont pas vu d'autres offres touristiques dans la région de Charlevoix. Fait que s'il y a un intérêt à développer une forme de route des saveurs, moi je parlais avec Alexandre l'autre fois qui me disait « T'as-tu un gros... L'action de grâce, ça a eu l'air de quoi chez vous? » J'ai dit « C'était malade. » Au niveau de l'Acropole des Draveurs du Mont du Lac-des-Cygnes, c'était fou comme fin de semaine. Ben lui, là, il me disait, hey, c'est malade parce qu'il dit tout le monde qui est arrêté chez nous, puis qui me disait, hey, je suis allé faire de la randonnée. Puis, fait qu'imaginez, ils sont les pouces en plus. Là, ils sont allés, mais ils sont allés spontanément. Fait que si jamais on est capable, en plus, de les pousser avec une offre, ben, tu vas peut-être avoir des difficultés d'achalandage, mais tu régleras, ça va être un beau problème. Mais. C'est ça, j'ajouterai une salle de bain. Fait que, tu sais, c'est des initiatives sur lesquelles, qui seraient assez le fun de travailler. Fait que dans le fond, ce qu'on veut vous dire, c'est nous, ce qu'on a, c'est un peu une matière première, c'est un territoire. Nous, c'est ça qu'on a. On a un territoire, puis on a un marché et on a une force de commercialisation déjà. Donc, c'est
pour un ordre de grandeur, 7000 sites de camping, le 7,5 millions de jours visites au total dans l'ensemble du réseau, 13 000 lacs, 266 sentiers de randonnée, 450 kilomètres de sentiers de ski de fond. Je pense que c'est dans cette optique-là que c'est intéressant d'aborder la CEPAC, c'est de se dire, ben OK, là, voici la matière première, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux trouver une opportunité là-dedans qui va faire en sorte que mes activités à moi, ils vont être viables puis ils vont bien aller? Comment chacun peut tirer son épingle du jeu? Pour faire ça, ce qu'on recherche, les caractéristiques, c'est un partenariat gagnant, gagnant, gagnant. Qui soit premièrement gagnant pour le client. Le client, il va venir rechercher une expérience. Pas n'importe laquelle. Là. Il va venir chercher une expérience qui est distinctive, qui va valoir le déplacement. Ça peut être soit de se dépasser, ça peut être de relaxer, mais il va chercher forcément quelque chose et il faut penser à lui dans ce qu'on va élaborer. Le partenaire, lui, qui a déjà l'expertise, qu'est-ce qu'il va rechercher? Bien, c'est un accès à du territoire, c'est un accès à un marché, c'est un appui pour sa commercialisation. Puis ça, c'est exactement ce que la CEPAC va offrir. La CEPAC va offrir cette commercialisation-là, le territoire, mais elle n'offre pas l'expertise que le partenaire va avoir. Donc, vous voyez un peu la logique, c'est-à-dire que si on veut qu'un partenariat soit gagnant, 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 bien, il faut qu'il puisse faut que ce partenariat-là puisse satisfaire les trois entités et principalement le client, bien entendu. Puis le volet CEPAC, il ne faut pas le voir quand on dit satisfaire. Ben, j'espère que vous ne le voyez pas juste sur le point de vue financier parce que, tu sais, je vous dirais, là, moi, ça fait un petit bout qu'on gère des ententes avec l'AEQ. Regarde, honnêtement, c'est pas avec ça là, que ça augmente de façon substantielle notre chiffre d'affaires là, par rapport à l'énergie. Mais ça contribue souvent à la notoriété du territoire. T'sais, quand on a des activités guidées, tout ça, ça fait jaser, ça fait parler du territoire aussi. Puis ça, ben, ça vaut quelque chose pour nous. C'est clair là, que si on est capable de structurer le territoire puis offrir une expérience, vous faites partie, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, d'une génération qui est très en mouvance présentement, là, puis qui cherche d'autres types d'expériences touristiques. Puis si on reste dans notre volet plus traditionnel d'offrir des infrastructures, des activités, des services, bah, on va s'éteindre lentement. Fait que, ça vient aussi nous aider beaucoup à mieux se structurer. Les conditions gagnantes, là, ça, c'est des petits cues. Si vous avez des bonnes idées pour les valider, bien, d'y aller avec les tendances tu sais, on les suit, les tendances, l'industrie, on voit l'évolution de notre clientèle. Donc, d'avoir un projet qui nous arrive, qui est en lien avec les tendances, bien, c'est trippant. Quand c'est aussi en lien avec ce qu'on développe, tu sais, si on met actuellement, on met beaucoup d'énergie pour le développement de Haute-Gorge l'hiver, bien, c'est sûr qu'on est plus réceptif. Puis les projets qu'on reçoit qui s'adressent aux Haute-Gorge l'hiver, bien, on fait comme « Yes, génial! » Tu sais, on est en train de mettre de l'énergie là-dessus. S'il y a un créneau qu'on touche pas vraiment, pas du tout, bien, c'est sûr que c'est plus difficile à le faire cheminer. Ça, c'est un peu une idée générale de dire, bien, on essaie de concentrer nos énergies dans des endroits ciblés pour plusieurs raisons. Et d'avoir des objectifs complémentaires, comme je vous disais tantôt, bien, c'est-à-dire de nous offrir quelque chose qui va avoir une valeur ajoutée, là, bien, c'est le fun, c'est trippant de recevoir un projet, puis de dire « Ah, wow, tu sais, ça, je l'aurais pas pensé comme ça, puis je saurais pas comment m'y prendre. » Puis ça, j'ai vraiment l'impression que ça va ajouter un plus à notre clientèle. Les étapes, je l'ai mis en 3, hein, c'est pas compliqué ça, 3 étapes. Bien, en fait, la première étape, souvent, c'est de se dire, est-ce qu'on a un fit, là? Tu sais, est-ce qu'on s'entend bien? Parce qu'on s'entend qu'il faut que ce soit agréable. Faut que ce soit agréable pour tout le monde pour qu'un partenariat aille bien.
puis de ne pas mettre nos énergies pour rien. Donc, la première chose à faire, c'est de valider est-ce que mon idée, elle est cohérente avec les orientations de développement de l'établissement que j'approche. Est-ce que ma clientèle, est-ce que ce que je pense que je vais lui offrir correspond à la clientèle de ce parc-là? Qu'est-ce que ça va me prendre? Qu'est-ce que le parc peut m'offrir ou pas? Quelles sont les contraintes? Parce qu'on en a des contraintes, on en a plusieurs. S'il y a des caribous, ben faut faire attention, on peut pas tout faire. Donc, de savoir dès le départ ces freins-là ou encore les opportunités, ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est de... Juste avant, mais tu sais, si vous venez vous asseoir, mettons, avec l'équipe des deux parcs ici, Charlevoix, ben, tu sais, on a un plan d'affaires pour les deux établissements, tu sais, qu'on va vous partager, qu'on va vous dire, nous, c'est qui qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut faire d'ici les 5 prochaines années. Fait que ça va nous faire un plaisir de partager, d'échanger avec vous là-dessus. Puis là, c'est là que ça devient important de dire, est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous venez vous imbriquer là-dedans? Puis vous savez, un plan d'affaires aussi, c'est fait pour être dynamique. Tu sais, nous, ma job aussi, c'est de saisir des opportunités que peut-être je n'avais pas vues au départ, mais d'être capable de faire en sorte que oui, cette idée-là peut s'émerger. Puis on a tellement d'études aussi, on a tellement de données sociodémographiques sur notre clientèle. Ça aussi, il y a des choses avec lesquelles on peut partager dans une relation d'affaires. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. Donc, c'est une partie échange. La deuxième partie, ben, on aime bien recevoir des projets qui sont structurés, c'est-à-dire qui vont énoncer clairement les besoins, les attentes, qu'est-ce que le projet nécessite en termes d'infrastructure, qu'est-ce qui est attendu de la CEPAC, est-ce que c'est de l'espace, est-ce que c'est un lien du côté marketing, tu sais, il y a beaucoup de choses, est-ce que c'est un espace d'entrepôt, est-ce qu'on veut le commercialiser avec un autre établissement, nous, ce qu'on aime recevoir, c'est les attentes claires. Puis aussi, des prévisions. On s'attend à voir combien de personnes qui vont faire l'activité. Qu'est-ce que ça va nécessiter en termes d'opération, nous, à s'ajuster pour ce produit-là. Donc, de détailler le plus possible toutes les parties d'un plan d'affaires normal. Mais, tu sais, on a une fiche projet, c'est 2 pages, c'est pas très compliqué, puis ça fait le tour des questions importantes. La troisième partie, c'est elle qui fait peur. Pour l'avoir déjà vécu, ça va super bien, on se parle, on se fait une entente, je t'explique mon projet, tu dis, ah ouais, Christine, tu pourrais faire telle affaire, ok, je l'ajuste, mes tarifs, ça va être à peu près ça, génial, super. Bon, ben je t'envoie un projet d'entente d'ici la fin de la semaine. Puis là, tu reçois ça, puis il y a à peu près 28 pages de clauses. Pas 28. La fraude intellectuelle. Non, mais 4. Mais pour l'avoir vécu, c'est très épeurant. Puis je me disais, mais là, moi, je voulais juste faire un petit forfait, là. Je voulais pas comme me commettre sur 8 ans avec... Non. Ben, Puis c'est là où il faut être agile et flexible. Et puis, c'est là où des fois, c'est là où il faut s'arrimer. J'explique que vous avez vos réalités, puis la CEPAC a ses réalités. Puis une réalité de petite entreprise, c'est pas la même réalité que la CEPAC, qui est un gros bateau qui... Regarde, un exemple bien concret. La société d'État, elle est auto-assurée. C'est-à-dire, nous, on n'a pas d'assurance. Tu comprends? Fait que si on a une poursuite au civil, il faut régler. Il faut payer. Fait que des gens qui viennent faire des activités sur notre territoire, il faut qu'ils soient assurés. Tu sais, je te donne un exemple concret, là. Il faut que tu aies une assurance. Donc, tu sais, ça, souvent, c'est les une gens vont dire, clause. Attends un peu, là, tu sais, une assurance. Mais bon, une assurance, ça dépend là, du type d'assurance. Il y a des choses qui sont abordables là, pour des entreprises, là, ça dépend de ton volume. Fait que, tu sais, ça, c'est une réalité, par exemple. Fait que, tu sais, il y a plein de... Tu sais, on disait tantôt, la souplesse qu'on a réussi à avoir dans les dernières années, parce qu'on a des règles d'affaires. Tu sais, c'est aussi une société d'État. Tu sais, c'est à votre avantage juste de savoir que moi, je négocie pas des ententes juste avec le monde que je trouve bien cool, puis que j'aime bien, puis hey, toi, je te connais pas, ben, je ne vais pas l'entendre avec toi. Tu sais. On a quand même des règles d'affaires qui sont... Tu sais, il y a un cadre qui existe. Puis, tu sais, on ne peut pas l'évacuer complètement. Mais pour faire des ententes de gré à gré, il y a une clause qui est bien... c'est qu'on ne peut pas garantir l'exclusivité. Tu
Tu sais, ça c'est un... Mais tantôt, on en jasait, puis, tu sais, pour un directeur de parc, je sais pas, moi, quelqu'un m'approche pour faire, justement, du canot pneumatique sur la rivière, puis là, on a une entente avec, tu sais, bon, Descente Rivière-Malbaie. Ben là, moi, s'il y a une autre entreprise qui m'approche pour faire exactement le même produit sur la rivière-Malbaie, ben, je suis un petit peu fou de dire, ben là, oui, tu sais, je vais avoir l'air de quoi, premièrement, comme CEPAC, on a l'air de quoi comme organisation, tu sais, ben là, je fais affaire avec qui, tu sais. Fait que, tu sais, ça n'a pas de logique, vraiment, là, mais faut que vous sachiez, tu sais, que si vous rentrez un produit, mettons, du terroir, bien, je ne peux pas vous garantir l'exclusivité qu'il n'y aura pas, mettons, si, je sais pas, si vous faites un cidre, ben, tu sais, que j'aurai pas d'autres cidres de glace, moi, sur ma tablette. Tu sais, faut donner, il faut être équitable avec l'ensemble des partenaires. Fait que c'est un peu le genre de clauses qui sont expliquées dans le contrat. Puis, tu sais, ça fait quand même du sens. Puis mais il était peur, hein, parce qu'il il est rédigé par des avocats qui sont au siège social. Puis que. Moi, je le signe, je le regarde plus. Pendant la durée du contrat. Habituellement, là, c'est bien rare qu'on va se rattacher à ça et qu'on va avoir besoin de ressortir ça. Mais ça peut arriver, puis c'est là pour ça. Fait que ça, c'est le bout qui surprend. Mais il est vraiment pas insurmontable. Puis je vous dirais que moi, mon rôle, c'est beaucoup ça. C'est de dire, ben oui, mais ça veut dire telle affaire, là. Puis tu sais, ça devrait bien aller. Puis c'est correct que ce soit marqué, mais tu sais, de dédramatiser un peu le tout. Donc, c'est pas la négociation. Tu sais, non. Ce que ça exige, c'est de la souplesse des deux bords. Il n'y a pas un modèle qui est le même non plus. T'sais, oui, des fois, il peut y avoir des produits où on va négocier, par exemple, une redevance sur un produit. Parce que, je ne sais pas, nous, on va impliquer notre service de marketing, on va pousser l'activité. Fait ça a un coût, ça. T'sais, si on vous fait, mettons, croître vos revenus, ben, nous, on va... Il y a d'autres partenariats, moi, auxquels je pense en ce moment, là, puis qu'on exerce depuis plusieurs années. Il n'y en a pas de redevance. Il n'y en a pas de redevance. Il n'y a rien. Dans le fond, l'avantage pour la CEPAC, c'est que vous contribuez à amener de la nouvelle clientèle à la CEPAC. Fait que, on ne vous demande rien en échange. On ne vous demande même pas une pièce sur chaque forfait que vous vendez. Mais nous, on récolte une autorisation d'accès en passant. Souvent, les gens, ben, ils vont prendre nos refuges. Ils vont louer nos refuges. Fait que ça, c'est cool. Puis même là-dessus, ben, on est capable, vu qu'on est des partenaires d'affaires, ben, d'avoir une tarification en lien avec ce partenaire d'affaires-là. Fait que ça peut être intéressant aussi. Là. Il nous reste à peu près 10 minutes 10 seulement. Minutes? Ouais. Sur le produit vernal, ben, peut-être qu'il y en a qui ont commencé à en entendre parler un petit peu. Là. Fait qu'effectivement, on ouvre, il n'y a pas de date. Le parc, dans le fond, ne ferme plus. Puis là, après ça, ben, on va regarder la météo tous ensemble, puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on va être capable Mais c'est sûr qu'on... Je serais bien étonné que l'hiver passe tout droit dans les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Là. On l'attend. Elle est pas mal déjà partie, d'ailleurs. Il va y avoir 10 chalets. Il y en a 5 déjà construits qui sont en location depuis le 22 juin. Il y en a 5 autres qui vont partir le 14 décembre. 2 relais refuges, ultimement. Il n'y a rien qui va être ouvert cette année. Il y en a un qui va être à l'Équerre, puis un dans le secteur du Lac-Noir. Une navette qui va partir du Draveur puis qui va amener les gens jusqu'à l'Équerre, ultimement jusqu'au relais refuge, jusqu'au refuge. Donc, tout le secteur au-delà de l'Équerre, au-delà du camping de l'Équerre, s'il y en a qui l'ont en tête, la carte là, qui va jusqu'à la Coulage-Girard, tout ça va être ouvert aussi progressivement. Déjà cette année, on va ouvrir sur à peu près 4 à 5 kilomètres. Toutes les activités que vous voyez là, raquettes, ski ski nordique, il n'y a pas de ski haute route, ski de descente, poudreuse, ça, oubliez ça. On a exploré autant pour autant dans le parc, il n'y a pas de versant qui est propice à ça, là, dans des secteurs, mettons, accessibles pour l'instant. Fat bike, patinage à Rivière-Malbaie, qui ne devrait pas être banal, mais qui est un gros défi technique. Fait que là, c'est ça, on nous pousse beaucoup sur ce produit-là, puis on y croit beaucoup, mais il faut le faire, il faut le réaliser. T'sais, nous, on est beaucoup là-dedans en ce moment, sur le plan opérationnel. Il faut livrer quelque chose, puis c'est juste de l'inconnu. On n'a jamais opéré ce parc-là l'hiver. Donc, tout est nouveau pour nous, mais on est très, très confiants là, d'être prêts puis d'avoir une super offre d'activité de service là, pour cette année. On a fait une rencontre de partenariat cet été avec des gens plus Aventure Écotourisme à Québec. Fait que là, on est en train, toute l'offre d'escalade de glace, d'offres guidées, mettons, dans des secteurs plus d'arrière-pays. Il y avait la route des saveurs qui était là. Voilà, mais là, tu vas ouvrir une belle petite assiette avec des bulles, hein, je crois. Oui, c'est ça.
Je veux passer vite là-dessus, c'est un peu plus théorique. Ben, tu sais, dans le fond, je voudrais, on a déjà le volet activité, qu'on a travaillé beaucoup, qu'il y a encore des choses à faire, que vos idées sont vraiment les bienvenues. Au niveau des projets artistiques, c'est ça, on est poche à la CEPAC au niveau de l'artistique, hein, quand même. Ben, ça dépend. On n'est pas super. Soyons pas si durs avec nous, là. Non, mais on est quand même dans une Non, région c'est ça, qui ouais. artistiquement est super développée. Donc, on peut pas dire qu'on est, en tout cas, on a place à l'amélioration. Puis on a besoin de votre aide à ce niveau-là si vous avez des idées, des projets. On parlait de circuits agroalimentaires. C'est quelque chose qu'on aimerait vraiment beaucoup échanger avec vous. On va avoir des refuges. On veut essayer de faire des trips gastronomiques aussi avec la clientèle dans des zones d'arrière-pays, quelque chose un petit peu plus de brousse, on dirait. Là. Fait que ça aussi, on va travailler sur des produits comme ceux-là. C'est quelque chose qu'on a vraiment le goût d'explorer avec vous. Au niveau de l'événementiel, on a toujours la journée d'hiver, le 26 janvier cette année. Donc, c'est là où on va mettre beaucoup d'énergie pour regrouper, pour créer une énergie dans ce parc-là, mais dans tous les parcs aussi du Québec. Mais particulièrement, c'est une belle journée pour les Hautes-Gorges, pour mettre en valeur ce nouveau territoire-là. Et au niveau de l'accessibilité, Bien, au niveau de l'accessibilité, moi, ça fait 1 an et quelques mois là, que je suis ici dans la région. Puis ça, sur quoi on m'a presque le plus interpellé, c'est le transport collectif jusqu'au parc national, les 2 parcs nationaux. Tu sais, vous dire qu'on ne soit pas des ces réseaux sociaux, qu'on ne parle pas de ça toutes les semaines, j'exagère, c'est pas mal la réalité. On nous interpelle souvent là-dessus. Nous, on ne partira pas une navette demain matin entre la Malbaie, Baie-Saint-Paul et les parcs. On est prêt à collaborer là-dessus. On est prêt à voir, mettons, des partenariats d'affaires. Mais moi, je pense que de plus en plus, il y a une clientèle qui se présente dans Charlevoix qui n'a pas d'auto, qui arrive en transport collectif puis qui a le goût d'aller dans l'arrière-pays de Charlevoix. Comment on va réussir à prendre cette clientèle-là, où est-ce qu'elle se trouve, puis la monter dans l'arrière-pays. Pour moi, ça reste encore une énigme sur laquelle j'ai le goût de collaborer. Fait qu'il y a des discussions là, qui se passent à gauche et à droite présentement.